Bonsoir. Alors nous allons commencer le webinaire aujourd'hui donc avec Circle. Bienvenue pour ce webinaire qui va durer environ 2 heures pour bien laisser le temps à tout le monde de pouvoir poser des questions. Ce webinaire sera donc mené en français pardon, et aujourd'hui donc plusieurs personnes donc vous parlera de l'option de GPA en passant par Circle. Donc tout d'abord, je vais commencer. Donc, dans un premier temps, je suis liaison française à Circle Surrogacy, donc sachez, et dans un deuxième temps, donc John vous parlera, il est le président et fondateur de Circle, lui vous parlera des aspects donc plus techniques, les aspects qui ont à faire plutôt avec la loi, les assurances et les coûts. Donc, tout d'abord, quelques informations importantes par rapport au webinaire. Vous pouvez donc écouter la discussion par téléphone ou en utilisant les haut-parleurs de votre ordinateur. Pour l'instant, vous êtes en sourdine, mais vous pouvez utiliser le panneau sur le côté de la caméra pour poser des questions ou ajouter des commentaires à la conversation aujourd'hui. Vous aurez l'opportunité, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de poser des questions à la fin de la présentation. Cette réunion de toute façon sera enregistrée pour que vous ayez accès à ma présentation ainsi qu'à celle de John plus tard, ultérieurement, si vous avez besoin de revoir le matériel. Donc aujourd'hui, ce que nous allons discuter, moi et John, donc tout d'abord Circle Surrogacy, qui nous sommes, comment est-ce que nous avons commencé à fournir donc les services de GPA en tant qu'agence aux États-Unis. Et après des informations donc sur la GPA avec ou sans donneuse d'ovocytes. Nous avons plusieurs programmes en fonction des besoins et des parcours de chacun. Ensuite, donc, je vous présenterai le processus, surtout les aspects pratiques de la GPA, donc notamment des informations sur le suivi de votre parcours, chaque étape qui est inclus dans ce parcours, les mères porteuses, notre sélection, et aussi les donneuses d'ovocytes, donc comment les choisir, comment nous sélectionnons celles qui sont enregistrées sur notre site internet et comme vous pouvez donc y accéder une fois que vous rejoignez Circle. John, donc, en tant qu'avocat et président de notre agence, vous parlera, comme je vous l'ai dit, des aspects juridiques, des différentes options de programmes, puisque nous avons plusieurs programmes qui sont disponibles aux parents, aux futurs parents de Circle. Et aux aspects financiers, donc que ce soit les coûts et les assurances médicales qui peuvent influencer les coûts du parcours de gestation pour autrui aussi. Vers la fin, nous aurons le témoignage d'un parent français qui est actuellement donc avec Circle, qui pourra vous parler de son expérience avec l'agence. Voilà, donc plus tard, sachez que si vous souhaitez des entretiens privés et des consultations avec notre équipe, vous aurez la possibilité donc de discuter tous ces sujets plus amplement, de plus amples détails. Donc nous allons parler très généralement aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez des consultations. Alors, pourquoi Circle Surrogacy? Donc, sachez déjà qu'avec Circle, vous avez la garantie d'un taux de réussite dans notre expérience de quasiment 100%. De plus, nous donnons accès grâce à nos relations avec des cliniques, à des programmes de FIV illimités. Donc, nous pouvons vous fournir des informations plus précises sur ces programmes, mais en rejoignant Circle, vous avez déjà un accès exclusif à certains forfaits, certaines offres de la part de nos cliniques partenaires. Des présentations aussi illimitées de mères porteuses. Les aléas font que de temps en temps c'est nécessaire, mais sachez qu'en tout cas avec Circle, vous avez la possibilité d'être présenté
de manière illimitée avec des mères porteuses selon les besoins pendant chaque étape de votre parcours. Notre expérience internationale est aussi une chose qui nous distingue des autres agences. Nous travaillons avec des futurs parents, des parents intentionnels d'Europe, d'Afrique, d'Asie, donc de partout. Et nous avons des personnes qui parlent d'autres langues que l'anglais également. Le programme SPAR, est un programme qui est dédié aux futurs parents qui sont séropositifs. Nous donnons accès donc justement à travers les laboratoires Bedford et le docteur Kissling à un programme pour pouvoir justement donner l'opportunité d'une GPA pour ses clients. Le don d'ovocytes ouvert est aussi une possibilité, c'est quelque chose que l'on encourage. Une GPA éthique dans un cadre très structuré et enfin donc le soutien pendant le parcours et une équipe qui est là pour répondre à vos questions et vous aiguiller pendant l'étape. Les trois principes, nos trois devises à Circle pour les parcours de GPA, donc c'est la communication, l'honnêteté et la confiance. C'est quelque chose qu'on vous répétera plusieurs fois si vous choisissez de faire des consultations avec nous. Ce sont des choses qui sont très importantes pour nous, tant entre nous et les parents intentionnels, mais aussi avec nos mères porteuses, avec nos donneuses d'ovocytes et dans toutes nos relations professionnelles avec les tiers parties. Donc nous souhaitons toujours être transparents et les informations sont toujours communiquées. Donc la GPA, avec ou sans voilà, donc la GPA avec et sans don d'ovocytes. Donc sachez que pour la GPA, sans le don d'ovocytes, les futurs parents peuvent utiliser leurs propres gamètes, mais une mère porteuse est quand même nécessaire. Ce sont généralement les couples hétérosexuels qui font appel à ce programme. La présentation d'une mère porteuse répond donc à vos besoins juridiques, psychologiques et émotionnels, dans le cadre du programme de Circle. La GPA avec le don d'ovocytes, pareil, mais avec la sélection d'une donneuse, on parlait tout à l'heure du don d'ovocytes, et donc également la présentation d'une mère porteuse qui répondra à vos besoins juridiques, psychologiques et émotionnels. Notre processus, donc, comme je vous l'ai dit, on peut vous donner une consultation déjà et un entretien initial avec notre équipe. Et si vous souhaitez rejoindre Circle pour un parcours de GPA, nous vous accueillerons et vous serez présenté à d'abord une équipe de coordinateurs qui seront vos premiers points de contact pendant toutes les étapes du parcours et à l'équipe de soutien futurs parents qui sont des professionnels et qui pourront vous soutenir en cas de besoin ou en cas de problème. Nous vous demanderons de choisir une clinique. Comme je vous l'ai dit aussi, nous avons des relations avec plusieurs cliniques qui fournissent donc des offres très intéressantes. Et une fois votre clinique choisie, vous pourrez donc trouver une donneuse d'ovocytes si besoin. D'une donneuse d'ovocytes, donc notamment à travers les fichiers que nous avons à Circle et Circle Egg Decisions. La présentation de la mère porteuse sous des délais qui vous seront annoncés et suite à la présentation d'une mère porteuse, donc notre processus s'accélérera et la coordination de votre parcours et des étapes de FIV et les étapes légales donc commenceront. Donc les coordinateurs, c'est l'accueil dans notre programme, la mise en relation de toutes les personnes avec les personnes nécessaires, la coordination aussi des voyages des mères porteuses et des donneuses d'ovocytes, donc
ces coordinateurs seront aussi en contact avec votre mère porteuse et votre donneuse. Les coordinateurs font aussi le contrôle des paiements avec notre équipe de comptabilité et enfin prépare donc l'arrivée de l'enfant, des enfants avant l'accouchement de la mère porteuse. La mère porteuse, c'est la partie où je vais vous parler donc de la sélection de Circle, de notre processus donc pour évaluer et après accepter les mères porteuses. Nous n'acceptons environ que 2 à 3% des candidates. Nous recevons entre 800 et peut-être 1300 candidatures par mois. Donc, nous sommes encore une fois très méticuleux et rigoureux. Ces femmes sont des femmes qui veulent aider, qui veulent être impliquées, qui sont intéressées par la communauté de Circle et par la mission de Circle. Nous avons des exigences de base et pour cette sélection. Donc déjà, il faut que son indice de mœurs corporelle soit dans les limites de la bonne santé. La jeune femme doit avoir entre 21 et 41 ans. Elle doit avoir déjà accouché d'un enfant sans problème, sans complications, la grossesse ayant été menée à terme. Il y aura eu un examen psychologique et qui sera fait, ainsi qu'un accord du médecin de FIV pour qu'elle puisse avancer dans un parcours. Il faudra aussi, d'un point de vue plus légal, et John pourra vous en parler, que la jeune femme habite dans un état où la GPA est permise. La famille et les amis devront la soutenir. Nous parlerons donc à leurs compagnons, par exemple, pour assurer qu'elle est entourée et soutenue, même encouragée à faire ce parcours. Bien sûr, il ne faudra donc aucun abus de drogue, de tabac, d'alcool. Il faudra qu'elle soit en très bonne santé et sans aucun de ses antécédents. Pour la donneuse d'ovocytes, donc, les donneuses Circle doivent aussi répondre à des exigences de base. Donc, les donneuses, c'est un peu différent pour les mères porteuses. Donc, elles doivent être avoir entre 20 et 29 ans. L'indice de masse corporelle n'est élevé que 28 ou 30. Donc, encore une fois, c'est une assurance qu'elle est déjà en bonne santé. Et on lui demandera donc un historique médical de la famille qui sera donc correct et rempli le plus correctement et de manière complète, et un niveau d'études minimum, ce que nous considérons donc important, et bien sûr, comme les mères porteuses, donc aucun abus de drogue, de tabac ou d'alcool ou de substances illégales. Pour chercher une donneuse, contrairement au délai de Circle, pour la donneuse, vous aurez l'option, vous, d'aller regarder les fichiers qui seront disponibles sur notre site internet. Donc, voilà une photo donc, de l'écran. Vous avez la possibilité de voir des photos, des informations sur leur taille, sur leur poids, leur couleur de cheveux, leur couleur d'yeux, leur éducation, et vous pouvez aussi utiliser donc sur nos sites les filtres qui sont disponibles, donc des filtres, par exemple, si vous cherchez une donneuse qui a une certaine couleur d'yeux, un certain poids, une certaine taille ou un certain âge. Donc, les modalités du don d'ovocytes, il y en a plusieurs. Donc, le don ouvert, c'est quelque chose que Circle fournit, et on se distingue des autres agences par rapport à ça. Donc, le don d'ovocytes dit ouvert, c'est un don d'ovocytes où les futurs parents et leurs donneurs d'ovocytes ont l'occasion de se rencontrer, d'échanger des informations et des coordonnées, et peuvent maintenir comme ça, au fil du temps,
donc un lien, que ça soit pour des raisons médicales ou pour enfants, etc. Le don connu. Le don connu donc, est un don d'ovocytes où les futurs parents peuvent échanger des informations démographiques et peuvent avoir un contact via Skype ou un contact par téléphone ou même peut-être une rencontre en personne à la clinique de FIV. Cependant, il n'y a pas d'échange du nom de famille ou d'autres informations d'identification, des informations personnelles. Et enfin, le don anonyme. Le don anonyme, donc, aucun contact entre la donneuse et les futurs parents. L'échange des prénoms et toutes les informations se font par le biais de Circle et de l'équipe Circle. Nos donneuses d'ovocytes s'engagent à nous tenir au courant de tous les changements de leur état de santé et des changements de leurs coordonnées. Donc maintenant, je vais laisser la parole à John Waldman, qui est donc le président de notre agence, qui va vous parler des aspects juridiques de la GPA et pourra vous répondre aux questions aussi. Je vous remercie et à très bientôt. Bonsoir, je m'appelle John Waldman, je suis le président de CERC et aussi un avocat. Je veux m'introduire à vous. Alors, je suis homosexuel avec mon mari de 33 ans. J'ai 2 enfants, un de 21 ans, l'autre de 19 ans. Alors, nous avons commencé le GPA dans 1991 et j'ai travaillé avec Circle jusqu'à 1995. Ici, nous avons 8 avocats et entre les 8, nous avons plus que 50 ans d'expérience dans GPA. Aux États-Unis, nous avons un système fédéral où la loi de la famille existe dans les États. Alors, l'État où la mère porteuse habite contrôle tout et l'État où on ne peut pas le faire aux États-Unis, c'est New York, New Jersey, Michigan, Nebraska, Washington State et aussi Washington DC. On ne peut pas le faire là. Il y a des États qui sont mieux pour des homosexuels que pour des hétérosexuels, mais nous savons ça et toujours nous regardons la loi de l'État où la mère porteuse habite avant de décider quelle mère porteuse est bien pour vous. Alors, notre plan, c'est individuel pour vous. Aussi, nous pensons d'où vous allez. Alors, si vous allez de la France, nous devons savoir la loi de France et comment vous pouvez retourner en France. Alors, on doit regarder ça avant de choisir une mère porteuse pour vous. Aussi, pendant le processus, vous avez un contrat avec la mère porteuse qui donne à vous le droit de regarder tous les documents médicaux qui existent, de parler avec le médecin pendant la grossesse et d'avoir les droits à le moment que vous signez le contrat que ces bébés sont à vous. Elle ne peut pas changer son idée. Après la signature au contrat, ce n'est pas nécessaire d'avoir une conception ou une naissance. Le moment qu'elle signe le contrat, c'est votre bébé. Alors ça, c'est nécessaire et c'est possible avant la naissance d'avoir un ordre d'une cour qui donne à vous tous les droits pour l'enfant. Et c'est fantastique. Aussi de faire les décisions dans l'hôpital pour le bébé. S'il y a plus d'un pays qui est dans votre couple, peut-être France et Allemagne, France et Espagne, toujours nous regardons les deux parce que c'est possible d'avoir d'être un citoyen de l'États-Unis, de France, de l'Espagne en même temps. Et peut-être vous voulez ça. Alors c'est nécessaire de regarder les lois des 3 places pour décider quelle est la meilleure porteuse pour vous.
Alors, je ne suis pas avocate française, alors je ne peux pas vous expliquer tout le droit qui a passé dans les derniers 4 ans en France, mais ici, c'est un exemple des décisions très importantes qui a passé en France. À ce moment, après ces décisions, la situation en France, comme je comprenais, c'est que vraiment, vous ne pouvez pas avoir un passeport français maintenant pour votre bébé. Nous pensons que dans quelques mois, ça va passer. Mais à ce moment, ce n'est pas possible. Mais on peut retourner en France avec un bébé avec un passeport américain. Ce n'est pas un problème. Et vous pouvez rester en France avec tous les droits d'un Français pour ce bébé. L'école, l'université, le médecin, l'hôpital, tout cela. Mais ça va changer dans quelques mois et j'espère qu'après ça serait très simple d'avoir un passeport français, une carte d'identité, tout cela. Je peux vous expliquer dans votre consultation ce qui a passé et pourquoi nous sommes où nous sommes maintenant en France, mais il y a des personnes qui essaient de changer ça et ça va changer en France. OK. Ici, nous avons beaucoup de programmes. Ça dépend sur votre situation. Alors, si vous êtes couple hétérosexuel, vous pouvez avoir seulement une donneuse d'ovocytes. Et elle peut vous aider. Vous pouvez porter les bébés vous-même et ça passe. Aussi, si vous êtes couple hétérosexuel, vous pouvez utiliser vos ovules et aussi votre sperme dans une mère porteuse. C'est une autre possibilité. Mais pour des homosexuels, c'est nécessaire d'avoir les deux. Une femme qui est donneuse et aussi une femme qui est mère porteuse. Peut-être vous avez une amie ou vous avez une sœur qui veut être la donneuse, mais la mère porteuse devient de nous. Alors, un couple homosexuel peut signer avec nous seulement pour la mère porteuse ou pour la mère porteuse et aussi la donneuse. Alors, les coûts ici sont entre 65 et 100 000 dollars sans le coût de le FIV, l'assurance médicale, des choses comme ça. Mais je peux vous expliquer, c'est une grande différence. Vraiment, c'est beaucoup moins que ça si vous avez seulement une donneuse d'ovocytes, mais c'est peut-être plus que ça si vous ajoutez aussi les coûts de FIV. Et je vais vous expliquer ça tout dans la conférence. C'est une consultation de 2 heures et demie et je vais vous expliquer tous les coûts. Je peux vous expliquer un peu sur l'assurance aux États-Unis. Aux États-Unis, la plupart de l'assurance, c'est l'assurance privée. Et toujours, on doit trouver une mère porteuse qui a l'assurance privée qui couvre le GPA. Alors, c'est possible pour une compagnie d'assurance d'écrire dans le contrat d'assurance qu'on ne peut pas avoir, on ne couvre pas une mère porteuse quand elle est une mère porteuse. Alors, quand elle a un bébé pour elle-même, pas de problème. Mais il y a une exclusion dans beaucoup de contrats qui est contre le GPA. Ça ne marche pas pour vous. Nous cherchons seulement pour les mères porteuses qui a l'assurance pour elle-même ou qui peut acheter l'assurance qui va elle couvre. Alors, par exemple, il y a dans quelques mois de l'année la possibilité d'acheter Obamacare pour ces femmes. Et Obamacare, c'est une forme d'assurance qui est contrôlée par une loi fédérale, mais c'est une assurance privée elle-même. Et on peut l'acheter et peut avoir la couverture pour le GPA, pour la maternité, pour la mère porteuse. Et aussi, il y a une troisième chose, une sorte d'assurance par loi de Londres, où vous pouvez acheter pendant les mois que Obamacare n'existe pas pour l'obstétricien, pour toutes ces visites à l'obstétricien jusqu'à le moment qu'on peut acheter encore l'Obamacare. Et ça va marcher. Alors, toujours, je vais vous donner une mère porteuse avec assurance d'elle-même, d'Obamacare ou de Lloyd, plus Obamacare, toujours vous aurez une mère porteuse avec assurance qui couvre sa maternité. Aussi, vous aurez acheté une assurance si elle est morte pendant le processus. Ça ne passe aucune fois avec nous, mais ça peut passer. Alors, c'est nécessaire d'acheter. Mais c'est pas très cher, 450 dollars, et ça couvre 350 000 dollars de l'assurance si elle est morte pendant le processus. Alors, ce que nous faisons pour vous, si vous êtes intéressé, c'est de vous
vous offrez un programme où vous pouvez parler avec nous par Skype ou en France sur nos programmes pour passer 2 heures à 3 heures avec nous pour comprendre tout ce que Sarah a déjà vous dit, toutes les choses sur les choses légales, les choses d'assurance, les choses financières pour comprendre tout de notre programme et demander ce que vous voulez. Et en même temps, vous pouvez demander des questions à moi, comme j'ai le HIV et je veux un programme où on peut faire ça et avoir une mère porteuse. Ou je suis de la Suède et la loi là est différente, mais j'habite en France. Comment ça passe pour moi? Vous pouvez poser des questions que vous avez vous-même et je peux vous expliquer comment ça va passer pour vous. Et c'est tout. Alors, si vous voulez une consultation, n'hésitez pas de contacter Bruce par son mail qui est là et je vais vous voir. Alors, j'introduire Maxime, qui est un parent dans notre programme et va expliquer à vous son expérience avec Circle. Bonsoir, tout le monde m'entend? Bonsoir John. Vous m'entendez? Je peux vous entendre? Ok, je pense, oui. J'espère. Je suis Maxime, j'habite à Paris, j'ai 42 ans et je vais être papa avec Circle. Mais je voudrais juste vérifier si tout le monde m'entend. Ok. Ça a l'air de marcher. Donc, je voudrais vous parler de mon histoire. En fait, moi, c'est une histoire de cœur que j'ai avec cette mère porteuse que Circle m'a trouvée et qui est extrêmement investie, qui est une femme qui a déjà complété sa famille et qui avait décidé depuis très longtemps, puisque ça existe aux États-Unis depuis très longtemps, de un jour porter un enfant pour quelqu'un dans son entourage. Comment ça fonctionne dans le procédé avec Circle pour donc en arriver là? D'abord, on fait un premier, on fait des entretiens comme celui qu'on fait ce soir pour bien comprendre leur mode de fonctionnement, et puis ensuite on fait une rencontre dès qu'on a décidé de travailler avec eux pour rencontrer une psychologue qui a l'habitude de ces questions-là et qui va en fait nous valider. Hein, parce qu'ils ont aussi besoin de voir que les parents d'intention sont des gens équilibrés et puis qui ont une vraie motivation et puis que leurs envies sont louables et pas des envies qui seraient compliquées. Quand on fait ce rendez-vous, on a la possibilité de dire ce que l'on veut, j'allais dire pendant, avant et après la gestation, en tout cas le travail qu'on fait avec l'agence, c'est-à-dire par exemple quelle relation on veut avec la mère porteuse pendant la grossesse, quelle relation on veut avec elle et sa famille après la naissance, est-ce qu'on veut rester en contact, est-ce qu'on veut des contacts fréquents ou pas, est-ce qu'on veut que son nom reste sur le certificat de naissance, voilà, quel type de relation on a envie. Et puis on détermine aussi tout ce qu'on veut pour l'enfant, pour la grossesse. Qu'est-ce qu'on veut faire s'il y a une anomalie génétique ou une maladie comme la trisomie par exemple qui est détectée pendant la grossesse. Ben, c'est à ce moment-là qu'on émet en fait tout ce qu'on veut. Donc si on dit voilà, moi je voudrais pas que la grossesse continue si jamais il y a une malformation évidente, ça fait partie des choses qu'on attend et qu'on ferait nous si on le faisait nous-mêmes dans l'intimité de notre chambre. Toutes ces envies, toutes ces attentes, elles sont ensuite donc compilées et c'est avec ça qu'elles vont être présentées à la mère porteuse. Donc où on va lui dire voilà, on a telle typologie de famille en France, voilà ce qu'ils veulent, voilà ce qu'ils ont prévu, ils aimeraient
avoir une relation nourrie, ils aimeraient venir vous voir plusieurs fois, puis voilà ce qu'ils ont décidé, ce qu'ils voudraient décider s'il y avait un problème, ce serait ça, ça et ça, etc. etc. L'agence, elle fait un travail où elle fait se rencontrer la mère porteuse et les parents d'intention, et du coup, chacun se choisit. La mère porteuse, elle vous choisit ou elle nous choisit, puis nous, on la choisit aussi, hein, en fonction de comment les critères se rejoignent finalement. Après, on fait le choix d'une clinique. Alors, c'est un choix qui est libre, hein. Quand on est dans une agence comme Circle, on peut avoir déjà sa clinique par ailleurs, ou pas, hein. Et eux, ils travaillent avec une clinique que moi, qui m'ont conseillé, que j'ai connue, découverte, et que j'ai trouvé très très bien. Je suis ravi de travailler avec eux. Donc, pour tout un tas de raisons, et notamment pour sa réputation, parce que c'est une clinique qui fait vraiment du très bon travail, et c'est établi. On peut le suivre sur Internet puisque les cliniques font le choix de publier leurs résultats. Donc c'est un choix qui est libre, mais Circle est de très bons conseils dans ce cas-là. Ensuite, on choisit la donneuse d'ovocytes quand on a recours, comme moi, à une donneuse d'ovocytes. Donc là, pareil, il y a un travail d'intermédiation qui est fait par une agence, qui peut être Circle ou pas. Donc pareil, à nouveau, on est libre de faire ce choix-là, mais donc Circle Egg Donor, il propose des donneuses, et puis il y a tout un tas d'agences qui proposent aussi des donneuses, hein. Moi j'ai fait cette démarche-là d'en interviewer plusieurs avant de choisir l'agence avec laquelle je voulais travailler, mais du coup j'ai choisi l'agence qui me rassurait le plus, c'est-à-dire l'agence qui allait avoir des informations vérifiées sur les donneuses, savoir si elles avaient déjà donné, s'il y avait eu des enfants vivants, si elle avait donné pour des Français, par exemple. Enfin voilà, tout un tas d'informations qui étaient importantes pour moi. Et du coup, bon, je trouve que dans toutes les agences que j'ai auditionnées pour faire ce choix-là, pour moi, la meilleure réponse et la plus adaptée, c'était aussi Circle. Donc j'étais très content. Bref, je suis plutôt là pour faire un témoignage que pour faire de la publicité, mais voilà, je vous explique comment moi j'ai fait. Mais encore une fois, vous avez le choix de faire autrement. Donc mais c'est un travail qui est très intéressant. Là, ils ont été extrêmement réactifs, ils ont fait vraiment un très bon travail de suivi. Ça a été mis en place très vite. Évidemment, moi je me suis rendu sur place. J'ai été, avant de m'engager avec cette mère porteuse et cette famille qui m'aide, j'ai été les voir, j'ai été passer 48 heures avec eux. Alors on essaie de ne pas trop être invasif, hein, puisqu'ils ont leur vie, leurs enfants, etc. Mais déjà de prendre un petit déjeuner ensemble, et puis on s'est revus dans l'après-midi, puis le lendemain on a déjeuné ensemble, puis on a dîné, et puis entre-temps j'ai vu leurs enfants, et puis j'ai vu leurs amis, et puis voilà, ça se fait comme ça. Et puis c'est là où on dit, bah, allez, on y va, quoi. C'est vraiment une super rencontre. Donc on a la mère porteuse, Circle met en place les contrats, donc il y a plusieurs types de contrats. Il y a le contrat d'abord qu'on fait avec Circle, hein, pour leur demander de faire cette recherche. Ensuite il y a le contrat qu'on fait avec la mère porteuse, donc où tout est établi. C'est bien parce qu'après il n'y a plus rien à discuter, c'est très bien. Du coup on est dans une relation vraiment nourrie avec la mère porteuse, et on n'est pas là en train de se dire ben, est-ce que oui ou non, il va se passer ceci ou cela, combien ça coûte, combien on dépense, etc. Non, tout ça, on ne se pose plus ces questions-là, tout a été vu avant, et là, on exécute le contrat, et c'est très bien de ne pas se poser ces questions-là. Les seules questions qu'on se pose, c'est quand est-ce que je vais aller la voir, quand est-ce que je vais y retourner, et quand est-ce qu'elle peut skyper avec moi, et ça, c'est des super questions, quoi. Donc pour revenir donc, au moment où on fait la FIV, alors on n'est pas obligé d'y aller à la FIV parce que c'est une intervention qui est assez rapide et qui dure peu, enfin qui est pas très. L'intervention elle-même, elle est assez limpide. Ce qui est long, c'est la préparation de la mère porteuse, mais bon, bah, souvent on l'a vu avant. Sinon, ça peut être l'occasion d'y aller aussi. C'est toujours un moment qui est très important, hein. Elle ne le vit pas à la légère, et même si ça dure que 20 minutes, ça vaut peut-être le coup de passer la journée avec elle ce jour-là, et de l'accompagner, de lui montrer qu'on est derrière elle. Puis après, il y a la grossesse, si elle est confirmée, ben, c'est merveilleux, puisque donc là, on suit ça avec elle autant qu'on veut. Il y a des mères porteuses qui sont très loquaces, et il y en a qui le sont moins, il y en a qui sont très occupées, d'autres moins, enfin après tout se met en place. Moi j'ai choisi d'y aller pour la première échographie, donc c'est super.
évidemment. Après, on fait en fonction de son budget, ses disponibilités, mais surtout, il ne faut pas se priver de profiter de ce moment-là pour vivre aussi sa grossesse, parce que psychologiquement, c'est important de la matérialiser et d'être à ses côtés. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'avais préparé quelques notes il y a 2 minutes, mais voilà. Alors au niveau du suivi, donc l'agence, le bénéfice qu'elle procure, c'est que d'abord c'est eux qui gèrent toutes les questions d'argent. Donc ça, c'est des gens qui sont très sérieux de ce point de vue-là. Ils sont assermentés, hein, parce qu'ils sont reliés au barreau de Boston, et ils ont un agrément pour faire la gestion des fonds. Donc on leur verse tout. Pourquoi on fait ça? Parce que ça permet de sécuriser la mère porteuse. Elle sait que, quoi qu'il arrive, l'argent il n'est plus dans nos mains, il est dans les mains de l'intermédiaire. Et ça, c'est très important pour rassurer tout le monde. Donc ça, ils font ça très bien. Tous les mois, vous recevez un relevé de compte où on explique ce qui a été dépensé, etc. Ils vous fournissent des justificatifs, eux-mêmes ils les contrôlent. De toute façon, il y a des barèmes, tout est normé, il n'y a pas de surprise. Hein. Franchement, moi j'ai aucune surprise depuis 8 mois que je suis avec Circle, j'ai jamais posé une question sur les comptes parce que c'est très bien présenté et très bien tenu. Les interlocuteurs qu'on a, il y a 2 types d'interlocuteurs. Il y a des travailleurs sociaux qui accompagnent. Alors c'est plus pour la mère porteuse, hein, pour la suivre, et donc ils l'appellent régulièrement, ils lui posent des questions, ils font un petit peu le suivi de tous ses rendez-vous médicaux, de comment elle est dans son état d'esprit, est-ce qu'elle traverse une période qui est compliquée ou est-ce que ça va, etc., etc. Puis ils sont là pour détecter des situations compliquées et les anticiper. Après, il y a un coordinateur qui, lui, gère plutôt les parents d'intention, mais aussi la mère porteuse, évidemment, mais il est plutôt là pour, ok, est-ce que vous avez besoin d'aide pour organiser vos voyages? Tiens, il y a tel document qui est nouveau, je vous en fais part, voilà, ça va être le moment de faire telle ou telle chose. Donc, il suit un peu les échéances, c'est lui qui prévient la clinique, qui va mettre en place... avant l'accouchement, il va appeler la clinique, il va dire voilà, c'est une famille qui vient de France, c'est une personne ou 2 personnes, la mère est d'accord pour qu'ils accouchent, pour qu'ils assistent à l'accouchement, etc., etc. Donc il va mettre tout ça en place. Parce qu'aux États-Unis, on peut accéder à la clinique, on peut être à l'accouchement dans la salle de travail, ils vous mettent à disposition une chambre à côté de la mère porteuse. Enfin, c'est assez bien fait. Et donc le coordinateur chez Circle, c'est son boulot de faire ça. Donc c'est plutôt rassurant, c'est des gens qui sont réactifs, ils font plutôt bien leur travail de ce point de vue-là. Moi j'ai rien à dire. Voilà, ce que je peux vous dire, juste un mot sur le budget, donc puisque ça a été évoqué, tout ça, ça varie un peu selon les critères qu'on a. Moi je voulais des jumeaux, donc je suis très content puisque je vais avoir des jumeaux, donc c'est un petit peu plus cher parce que il y a des dépenses supplémentaires liées à la gémellité, donc c'est pas forcément le même budget, mais évidemment, selon si la mère porteuse a une mutuelle qui couvre vachement bien ou qui couvre moins bien, c'est pas exactement les mêmes coûts non plus, donc il faut prévoir un petit peu plus. Mais je retrouve tout à fait les fourchettes qui étaient données par John tout à l'heure, puisque sur Circle, moi j'ai dépensé à peu près 75 ou 80 000 $. Pour la donneuse, entre la donneuse et l'intermédiaire, c'était à peu près 15 000 $ aussi, et la clinique c'est 35 000, donc ça fait un total de 125, plus après mes voyages évidemment, si je veux y aller 3 fois ou 6 fois, ça c'est différent. Et ensuite, voilà, globalement, c'est une très jolie aventure, c'est plutôt bien bordé, ce sont des gens qui sont expérimentés, ça fait très longtemps qu'ils font ça et ils en font beaucoup. Et c'est plutôt rassurant de ce point de vue-là. Vraiment un avantage que moi je trouve avec Circle, parce que j'ai auditionné d'autres agences avant de les choisir, et c'est vraiment ce qui a été très important pour moi, c'était de me sentir en sécurité avec la question des assurances. C'est-à-dire de la mutuelle de la mère porteuse, c'est comment les frais médicaux vont être couverts ou pas. Notamment à la naissance de l'enfant, parce que s'il y a des complications, une journée en soins néonataux, c'est 4 000 $ par enfant la journée. Donc si vous voulez, vous avez intérêt à avoir une bonne assurance. Et bien Circle, ce qu'il propose, c'est une espèce de fonds mutualisés entre tous leurs membres, leurs clients,
En cas de refus de l'assurance de couvrir les frais, parce qu'aux États-Unis, il faut savoir qu'une assurance, on peut vous dire le 1er janvier, ben, voilà, vous êtes couvert, il n'y a pas de problème, et puis le 15 février, il vous retire la couverture. Unilatéralement, sans préavis, c'est comme ça, il vous l'enlève. Donc, il vous rajoute une exclusion. Donc, de ce que nous a expliqué Circle, ils ont l'habitude, c'est déjà arrivé, et dans 100% des cas, ils ont contraint la compagnie d'assurance à honorer son engagement de départ. Et s'il y avait des frais juridiques à engager pour poursuivre la compagnie d'assurance pour une espèce de rupture abusive ou un refus de couverture abusif, eh bien, il n'y aurait rien à payer de plus parce qu'il y a un fonds où chacun a mis un peu d'argent, je crois que c'est 5 000 $, et cet argent-là, il vient couvrir pour tout le monde les procédures juridiques qui pourraient être faites en recours contre l'assurance. Voilà, il faut savoir que ce recours, il peut arriver, on peut en avoir besoin, et en tout cas, on est prémuni du risque financier, donc, et notamment du fait de l'assurance, puisque eux, ils ont 100% de réussite, et beaucoup d'expérience là-dessus. Très souvent, ça se règle à l'amiable, mais s'il y avait besoin d'engager les frais juridiques, eh ben, c'est sur ce fonds-là, et c'est pas de l'argent supplémentaire à rajouter. Voilà, donc ça, c'est extrêmement rassurant, parce que c'est vrai que nous, on ne peut pas assurer nos mères porteuses là-bas, donc sur nos mutuelles. Donc avoir une mère porteuse qui est bien assurée et une assurance qui est, qui honore son engagement, c'est plutôt bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que j'ai été clair et je suis disponible si vous avez des questions. Alors, Jean Weltman est ici encore et vous avez des questions. Alors, je veux répondre à ces questions. Et la plupart des questions, je pense, sont légales. Alors, je vais commencer, mais si vous voulez ajouter quelque chose, François, n'hésitez pas. Alors, je vais répéter la question et après la réponse. Alors, dans quel état la GPA est autorisée? Alors, j'ai déjà dit que c'est autorisé dans 45 États, sauf que New York, New Jersey, Nebraska, Michigan et Washington State. Alors, le reste, c'est bien, mais quelques-uns sont mieux pour quelque part. Alors, tous les 45 sont bien pour des hétérosexuels qui utilisent leurs ovules et aussi leur sperme. Mais il y a moins si vous utilisez une donneuse ou vous êtes homosexuel, alors plus comme 30. Si vous êtes une femme célibataire et vous n'utilisez pas aucun de votre ovule et le sperme est d'un donneur, alors il y a seulement 9 États qui marchent pour vous. Alors nous savons ça en avance et toujours nous faisons une match pour vous avec le propre mère porteuse, le propre État pour vous. La deuxième question, c'est sur l'extrait de naissance du bébé, quel nom pour la mère est écrit, celle de la mère porteuse ou celle de la femme qui a fait la demande de GPA. Si vous êtes un hétérosexuel, c'est toujours la femme qui a fait la demande pour GPA. Si vous êtes un couple homosexuel, quelquefois on veut le nom de mère porteuse là, il n'aura pas des doigts sur le bébé, mais elle a ça nomme là parce que peut-être c'est plus facile de retourner en France avec un nom d'une femme, de dire j'ai un bébé avec une femme américaine et vous retournez. Mais pour les hétérosexuels, toujours la femme et l'homme qui demandent les GPA. La troisième question, c'est je suis française mais j'habite à Dubaï avec mon épouse. Y a-t-il des complications au niveau juridique? Vraiment,
je dois parler avec vous quand vous allez chez nous pour une consultation. Parce que peut-être il y a des issues pour retourner à Dubaï avec un bébé qui a un passeport américain. Vous aurez besoin, je pense, d'un visa, mais je ne suis pas certaine. Et si c'est nécessaire, on peut le faire pour vous. Nous avons travaillé avec 69 États, pays, mais chaque situation, je dois parler avec un avocat de Dubaï et déterminer si c'est nécessaire, quelque chose qui est nécessaire pour vous de retourner à Dubaï. Aussi, pour la prochaine, ma femme est de Venezuela. Vraiment, nous avons fait beaucoup de pays en l'Amérique du Sud. Nous pouvons vous assister, mais c'est directement pour vous. Alors, c'est mieux que nous parlons avec vous dans une consultation et vous expliquer comment de retourner à Dubaï avec une femme de Venezuela et un homme de France qui habite en Dubaï, des choses comme ça. Alors, oui, c'est compliqué, mais c'est très possible. Et la prochaine question, si je comprends, pour le bébé, c'est pour l'instant impossible d'avoir le passeport français. C'est correct. Mais ça va changer, nous pensons, dans 1, 2, 3 mois. Et ça serait possible si ça passe comme nous pensons. Et François, peut-être, et Maxime, c'est un propre nom. Maxime, est-ce que vous pouvez parler sur cette situation? Alors oui, moi je suis beaucoup ce sujet dans la presse et autour de moi. Donc il y a des associations en France qui font du travail là-dessus, beaucoup auprès des pouvoirs publics. Il y a l'association de Sylvie et Dominique Menson qui s'appelle Clara, qui fait ça beaucoup pour les familles hétérosexuelles. Et puis il y a la DFH, l'association des familles homoparentales, qui fait ça pour les familles gays. De ce que je sais, les tribunaux d'instance ont reçu des circulaires, une circulaire pour délivrer systématiquement les certificats de nationalité française. Il y a encore quelques tribunaux qui ne les donnent pas, mais c'est en train de disparaître. Et ces certificats, ils permettent d'aller demander un passeport ou une carte d'identité. Pareil, quand on fait les demandes de passeport ou de carte d'identité, c'est encore une fois l'administration française, c'est très aléatoire, mais normalement ça fonctionne. Il y a quand même des dossiers qui sont bloqués, on le sait toujours, et de ce que je sais par les associations, ça va vraiment bouger aussi parce que les administrations ont été condamnées par les tribunaux et qu'il n'y a pas de raison, vu l'évolution du droit français là-dessus, qu'ils ne donnent pas les papiers. Donc ça, c'est pas encore systématique, mais c'est en train d'avancer, c'est en bonne voie. Et la dernière chose qui est importante, c'est les transcriptions donc des actes de naissance à l'état civil, c'est-à-dire vulgairement parlant les livrets de famille. Mais c'est surtout la filiation, c'est comment l'enfant est rattaché à son parent dans le droit français et dans l'état civil français, notamment en cas de héritage, pour pouvoir aussi permettre au conjoint l'adoption donc intraconjugale. Ça c'est systématiquement refusé dès qu'il y a une suspicion de GPA. Voilà. Donc, et ça c'est en train de changer aussi. La France a été condamnée par la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, en juin 2014. Et donc c'est en train de changer. Voilà. Il y a des résistances au sein du gouvernement pour ne pas le faire, mais enfin, de ce qu'on observe, il y a une évolution très très forte. Il n'y a qu'à lire ce qui a été dit au Conseil d'État en décembre sur la circulaire Taubira pour comprendre que c'est une situation qui est intenable maintenant pour le gouvernement. Ils vont devoir transcrire, comme ils le font, n'importe quel enfant français né en France, de parents français ou pas d'ailleurs, ou né de parents français à l'étranger et transcrit, sauf ceux qui sont nés par GPA. C'est une situation qui n'est pas tenable. Donc
voilà, c'est en bonne voie, c'est en train de changer, mais de toute façon, on vit très bien avec un enfant américain à Paris ou à Montpellier, et il y a beaucoup de gens qui le font, et c'est vraiment pas un problème. Et il y a des petites précautions qu'on peut prendre pour protéger son enfant avec un notaire en France, hein, qui sont de faire une déclaration postnatale et une tutelle testamentaire. Les notaires n'ont pas trop l'habitude de ça, mais il faut un peu les challenger. Et ça, comme le notaire est un officier d'état civil, eh bien, si jamais il y avait un litige devant un tribunal, ça ne peut pas être contesté en fait. Voilà. Et ça sera de nature à établir la filiation. Et le juge, s'il y a vraiment un litige, comme un décès, et que voilà, il y avait un problème de filiation, eh bien, le juge ordonnera certainement la transcription sur la base de cet acte notarié. Donc voilà, en gros, moi ce que je sais, évidemment je me suis renseigné, futur papa que je suis, pour savoir comment j'allais protéger mes enfants, et sur la nationalité et les passeports, je ne suis pas du tout inquiet ni embêté, et puis sur la transcription et l'état civil, ben, en attendant que les politiques fassent preuve de courage, on peut prendre des dispositions avec un notaire. Voilà. Merci, Maxime. Alors, la prochaine question, c'est, je suis archivé et quel est le processus? Alors, à Boston, il y a un médecin de Harvard qui s'appelle Ann Kiesling, qui a commencé un programme qui s'appelle SPAR. Et c'est dans un programme qui est appelé Bedford Research Laboratories. Alors, nous pouvons faire un contact pour vous avec elle et elle peut vous aider. Alors, le processus là, c'est de trouver... le virus n'existe pas au même degré dans le sémen qui existe dans le sang. Alors, elle peut trouver dans deux exemples de sémen, deux exemples sans le HIV. Et on peut utiliser avec une mère porteuse pour vous. Alors, vous devez commencer avec nous ou elle, mais vous ne pouvez pas commencer d'avoir une mère porteuse jusqu'à le moment que vous avez finissé le programme de SPAR avec elle. Et nous pouvons vous faire un contact avec elle ou vous pouvez contacter elle directement, premièrement et après avec nous, comme vous voulez. Mais toutes les personnes qui vont avec elle ont être acceptées par elle parce que même des personnes avec AIDS ont la possibilité d'avoir le sperme sans le HIV. C'est moins de pourcentage, seulement 20 personnes qui n'ont pas le virus quand vous avez AIDS, mais seulement avec le HIV, c'est 88 personnes qui n'ont pas l'HIV là. Alors, c'est très possible d'utiliser cette sperme pour la mère porteuse. Il n'a pas un seul problème. Elle n'a pas aucune situation où le virus a passé à une mère porteuse. Alors, nous pouvons vous aider avec ça. Il n'y a pas autre coût de nous pour ça. Il y a le coût de SPAR et un peu extra pour la mère porteuse, mais c'est tout. Le reste est le même. OK. La prochaine question, doit la sécurité sociale française retourner en France? Quelles sont les démarches à faire? Je pense que Maxime a dit un peu sur ça, mais Maxime, est-ce que vous avez quelque chose d'autre de dire sur ça? Oui, moi j'ai rencontré beaucoup d'autres familles dont les enfants sont nés par gestation pour autrui. Il n'y a quasiment aucun problème pour ça. Donc la Sécu est une administration différente de tout le reste des administrations et ça se passe très bien. Alors, ça prend du temps parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils se posent tout un tas de questions, etc. Donc c'est pas super rapide, hein. Le dossier est épluché, on va dire, donc il faut bien compléter son dossier, etc. Mais ça se passe plutôt bien. Il y a quelques endroits où c'est un peu bloqué, mais en haussant un peu le ton, on arrive à obtenir ça. Et donc, je sais que toutes les familles que j'ai rencontrées dans les associations, notamment, il n'y a personne qui a été refusé à la Sécu. Voilà. Tout le monde a eu son dossier, même si ça a pris un peu de temps. Excellent. Alors, prochaine question, c'est bonjour, nous sommes un couple homosexuel et avant on a mis d'accord pour faire une don de vos sites. Comment cela se passe-t-il? Doit-elle suivre un traitement? Doit-elle venir aux États-Unis? Alors, je pense que Sarah peut répondre à ces questions. Sarah, êtes-vous là?
Non? OK, je peux reprendre. Sarah? Oui, je suis là, je suis là. Pardon, Est-ce que- je ne vois pas la question par contre. Alors, c'est bonjour, nous sommes un couple homosexuel et avons une amie, d'accord, pour faire une don d'ovocytes. Comment cela se passe-t-il? Doit-elle suivre un traitement? Doit-elle venir aux États-Unis? Oui, alors, si votre ami est intéressé pour faire le don d'ovocytes pendant votre parcours, on vous mettra en contact pendant votre inscription ou après avec donc une des cliniques avec lesquelles nous travaillons. Si vous choisissez donc une de ces cliniques, comme Maxime l'a dit, vous pouvez choisir celle que vous voulez, mais en fonction de votre choix de clinique, vous pourrez donc parler à votre médecin de FIV et chaque médecin aura son processus spécifique pour les examens qui seront requis pour la donneuse et le protocole après pour la FIV. Alors, ce qui sera sûrement demandé, parce que c'est toujours, dans mon expérience, ça l'a toujours été, ce sera donc que votre médecin de FIV vous demandera à votre ami de se rendre aux États-Unis pour faire une série d'examens et après donc d'obtenir donc des médicaments une fois ce FIV commencé et votre ami prendra les médicaments et après devra retourner aux États-Unis dans votre clinique de FIV pour avoir la procédure faite du retrait d'ovocytes. OK. J'espère que ça répond à votre question. Alors, ils ne sont pas là. C'est seulement on écrit des questions. Mais si vous voulez quelqu'un de parler avec, on peut parler avec un de nos donneuses et elle peut expliquer à votre sœur ou amie. Elle peut parler avec cette personne et décider si c'est bien pour elle ou non, et aussi on peut parler avec la clinique. La prochaine question aussi, peut-être pour vous, Sarah, c'est quel est le délai moyen entre la première prise de contact et la naissance du bébé? Alors, ça va dépendre surtout de la durée de votre programme, donc de votre programme choisi, des différents détails de votre dossier, de votre situation. Mais généralement, ce qu'on dit de manière globale, c'est qu'entre le moment de votre inscription et le moment de la naissance de l'enfant, il y a à peu près une période de 18 mois qui se passe. Oui. La prochaine question est presque la même, Sarah. Quel est le délai moyen entre le début du programme et le retour avec l'enfant? Peut-être la différence est seulement le retour. Sarah, elle peut là? Alors, le retour avec l'enfant. Oui, oui. Alors le retour avec l'enfant, ça va surtout dépendre. Donc, ce sera à peu près en moyenne la même durée. Mais le retour avec l'enfant, donc après l'accouchement, cette date peut changer. Si vous avez par exemple des jumeaux, les jumeaux, les grossesses gémellaires sont des grossesses qui sont à plus haut risque. Ce sont des grossesses où les enfants peuvent être nés de manière prématurée et devoir donc rester à l'hôpital un petit peu plus longtemps. Les médecins vont vouloir s'assurer donc que les jumeaux sont en bonne santé, qu'ils n'ont pas besoin d'être souffleuses ou pas pendant longtemps au moins. Donc, si vous avez des jumeaux, ça va dépendre de la situation, mais bon, on dit généralement de s'attendre à rester aux États-Unis jusqu'à 2 ou 3 semaines après la naissance. Pour un seul enfant, dans la plupart des cas, vous arrivez donc la mère porteuse donne naissance et dans les 2 jours qui suivent, si l'enfant est en bonne santé, la grossesse à terme, l'enfant peut sortir et la plupart des médecins vous dira que l'enfant pourra voyager par avion. OK. Dans la semaine. Merci, Sarah. Après ça, la prochaine question, est-il possible d'implanter 2 embryos des pères différents?
Absolument. Ça passe tout le temps avec des couples homosexuels. Nous avons 80% qui veulent 2 enfants avec la même donneuse, avec 2 pères différents. C'est très possible et tous nos cliniques faire ça pour vous sans problème. La prochaine question, c'est, vous avez dit juste avant que pour un couple homosexuel, le nom de la mère porteuse apparaît généralement sur l'acte de naissance, mais est-il possible que les noms des 2 pères apparaissent? Oui, absolument. Je ne dis pas ça. J'ai dit, ça passe quelquefois. Les autres fois, les 2 pères demandent 2 pères sur le certificat de naissance. Et maintenant, la plupart des parents français veulent 2 pères. Avant que la décision de la Cour européenne des droits humains a passé en juin et sont finalisées en septembre, tout le monde a demandé une femme sur le certificat de naissance parce que c'est plus facile de retourner. Maintenant, tout le monde demande 2 pères. Pas de problème. C'est moins d'États où on peut le faire. C'est seulement 30 États, mais ce n'est pas un problème. OK. Avec la même donneuse, la prochaine question, avec la même donneuse pour les 2 bébés, pour qu'il ait un vrai lien de parenté. OK. Pour la même donneuse pour les 2 bébés, pour qu'il ait un vrai lien de parenté. I don't understand the question. Tell me what that means. I'll answer. Are you there? Okay. Je n'ai pas compris la question non plus. Avec la même donneuse pour les 2 bébés, pour qu'il ait un vrai lien de parenté. Il doit manquer un bout de la question. OK. Oui, il manque un bout de la question. La question, c'est sûrement, on peut avoir 2 pères Oui, c'est dans la même, pour la même grossesse. Est-ce qu'on peut avoir 2 pères et 2 mères pour la même grossesse? non, ce n'est pas nécessaire. C'est possible d'avoir. Alors, ça dépend. Alors, dans une grossesse avec 2 pères au même temps, vous avez la plupart du temps une donneuse avec 2 pères dans une mère porteuse. Et ça peut passer, ça passe tout le temps. Il y a des fois où peut-être nous avons un homme noir avec un homme blanc, et l'homme noir veut une donneuse blanche et l'homme blanc veut une donneuse noire, et on peut commencer avec une FIV avec une des donneuses, créer des embryons, cryogéniser ces embryons, et quand vous avez le deuxième donneuse là, on peut mettre un des embryons d'un homme avec l'embryon d'un autre. Si ça, c'est la question. Je ne suis pas certaine, je ne comprends pas toutes les questions. C'est la même question. Alors, la prochaine question. Quel est le pourcentage de réussite d'insémination artificielle? Combien de cycles est-il nécessaire de moins? Alors, nous ne faisons pas beaucoup d'insémination artificielle. Si vous parlez de FIV, alors le FIV, nous avons le succès 75% parfois, et à la fin, avec notre programme limité, 100% de succès. Mais vraiment, si vous parlez d'insémination artificielle, nous avons une chance de 20% parfois avec ça. Mais nous ne faisons pas le surrogacy traditionnel non plus. J'ai fait ça et ça passe aux États-Unis, mais pas beaucoup parce que la loi n'est pas aussi bien pour le surrogacy traditionnel où vous faites une insémination artificielle à la mère porteuse. Mais si vous parlez de FIV, ce qui se passe tout le temps, c'est 75% parfois, après 3 fois 97% de succès, 3 fois, et après 100% après 4-5 fois. Et pouvez-vous nous donner un tarif pour notre situation, à savoir une mère porteuse de 2 embryons de chaque père dont
un séropositif. Oui, mais pas ici. C'est beaucoup mieux si je vais vous envoyer un document avec ces coûts. Et je peux aussi vous donner une explication des coûts avec Dr. Kiesling pour le SPAR. Alors, si vous envoyez un mail à Bruce, je vais vous retourner avec l'information que vous voulez. Et alors, est-ce qu'il y a des autres questions? Sinon, pas d'hésitation de nous contacter avec des autres questions par mail ou d'avoir un Skype et nous pouvons parler avec vous à ce temps. Merci pour votre temps. Et aussi, merci à Maxime, merci à Sarah pour toute l'information. Merci à vous. Bonne soirée. Alors, bonne journée. Ah oui, une autre question. Après avoir fait un GPA aux États-Unis, comment ça se passe pour que l'enfant soit reconnu? Alors, si vous dites soit reconnu comme le vôtre, c'est une demande à un cours américain pour avoir un ordre qui termine les droits de la femme qui a été la donneuse, aussi la femme qui a été la mère porteuse, et aussi de donner un ordre à l'hôpital que vous êtes les parents, de mettre vos deux sur le certificat de naissance, et après que vous avez un certificat de naissance, vous pouvez avoir pour tous les bébés un passeport américain, parce que tous les bébés qui sont nés aux États-Unis sont américains et peuvent l'avoir, et peuvent retourner en France avec ce passeport américain. En France, je veux dire. Alors, pour retourner en France, vous avez besoin seulement de le passeport américain. Vous ne pouvez pas avoir un passeport français à ce moment. Mais je pense, avant que vous avez vos bébés, vous pouvez l'avoir. Et avec ça, ça serait, j'espère, très simple, parce que vous allez à la mairie avec vos documents, demander un acte de naissance et des choses comme ça. François, Maxime peut vous expliquer ça, mais à ce moment, ce n'est pas possible. Mais vous pouvez retourner avec le passeport américain. Je peux peut-être juste compléter en disant que dans tous les cas, la situation, la filiation de la situation de l'enfant, elle est établie aux États-Unis. Donc, elle n'est pas établie nulle part. Avant qu'elle ne soit établie en France, dans tous les cas, elle est établie aux États-Unis. Donc, il y a des conventions de réciprocité des actes d'état civil et des décisions de justice entre les pays. La France et les États-Unis sont tous les deux signataires de ces pays-là, de cette convention-là. Donc, les documents, ils sont valides dans les deux pays. Que la France fasse la sourde oreille et ne les utilise pas ou ne les reconnaisse pas, c'est ce qui se passe actuellement, mais ça va changer. Mais dans tous les cas, la filiation, les droits de l'enfant sont établis aux États-Unis. J'ai vu qu'il y avait des couples, par exemple, qui, ne pouvant pas encore faire adopter leur enfant par le conjoint en France, eh bien, ils ont fait ça aux États-Unis. Je crois que c'était même avec Circle d'ailleurs. Donc en fait, l'enfant, il est adopté par le second parent aux États-Unis, en droit américain. Et après, on peut aller en France avec le jugement d'adoption américain et aussi le faire valider. Ce ne sera pas pour tout de suite, hein, parce que là, pour l'instant, la France ne veut entendre parler de rien, mais quand on adopte dans une famille... j'ai horreur de dire ça, mais standard, la France reconnaît l'adoption si c'est fait aux États-Unis. La France n'a aucune raison de ne pas la reconnaître. Là, ils font du zèle parce qu'ils pensent que c'est des GPA, mais voilà, il faut savoir que les droits sont établis aux États-Unis. Et s'il y a le moindre problème, vous prenez votre enfant sous le bras, vous rentrez aux États-Unis, et là, vous avez tous vos droits, quoi. Okay. La prochaine question, c'est, mais du coup, la mère aura donc des droits sur l'enfant aussi.
Aux États-Unis, non. Vous terminez ces droits. Et en France aussi, non. Pourquoi? Parce que la France va dire le droit de l'États-Unis couvre la mère porteuse à le temps qu'elle a terminé ses droits. Et on ne peut pas avoir une décision différente en France. Il y a 9 ans, il a été une décision de la Cour d'appel en France où un couple hétérosexuel a été dans la prison pour faire le GPA. Et la Cour a dit à la fin, quittez la prison parce que vraiment, c'est ce que vous avez fait, c'est OK aux États-Unis. Ce n'est pas OK en France, mais parce que c'est OK aux États-Unis, vous n'avez pas fait un crime. Alors, c'est la même chose ici. Le droit de l'États-Unis gouverne les droits de la mère porteuse. La prochaine question, il n'y a pas de problème au passage de la douane, que ce soit aux US ou en France. Non, nous n'avons plus que 200 personnes qui ont déjà retourné en France sans problème. La raison de, on quitte les États-Unis, vous avez un passeport américain, pas de problème. Entre la France, il y a été une décision sur la famille Ménesson dans 2011, avant la décision de la Cour de cassation, une décision de la Cour d'appel, où il y a une question, est-ce que le passeport est OK pour ces jumeaux qui sont habités en France pendant les derniers 12 ans et pour rester en France, pour avoir le médecin, l'hôpital, l'école, des choses comme ça, et le Cour a dit oui, on peut passer. C'est parce qu'ils restent avec leurs parents qui sont français et peuvent avoir la même chose. Alors, il n'y a pas un problème. Nous n'avons pas une seule personne qui est arrêtée à la douane de France qui ne peut pas entrer et vous pouvez démontrer cette décision dans la famille Ménesson à ces personnes pour entrer en France avec le passeport. Mais je pense que quand vous retournez en France, vous aurez un passeport français aussi, si vous voulez. OK. Pas la prochaine. Je crois que vous venez en France au mois de mars, mais nous serons à l'étranger. Envisagez-vous de venir à d'autres dates pour des entretiens? Peut-être, mais vous pouvez avoir un Skype entre ce temps. Ce n'est pas nécessaire d'être là si nous sommes là en mars. Vous pouvez avoir un Skype. OK. Après ça, si nous souhaitons passer plus de 3 mois avec la mère porteuse, pouvons-nous obtenir un visa? Oh, je ne sais pas. Vraiment, nous avons seulement un parent français qui a passé plus que 3 mois avec la mère porteuse. Ils ont un visa, mais ça passe beaucoup de temps. Mais si vous voulez, je pense que si ça a passé pour un couple, ça peut passer pour vous. Merci tout. Merci pour votre temps. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas de nous demander par mail et vous pouvez avoir des Skype ou des consultations comme vous voulez. Merci pour votre temps. Et merci encore pour Maxime et Sarah. Merci, bonne soirée. Au revoir.